Du métal, une baignoire et un banquier, un traité, le baron Haussmann et une langue étrange. Bienvenue au Moresnet neutre, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, enfin, pas très loin des trois. Et ici, c'est vraiment la géozarbie. Amitié sur le zinc. Nous sommes à la Calamine, en Belgique, près de la frontière allemande. 11 000 habitants, une église, la campagne pas loin. Qui se douterait qu'ici a existé au XIXe siècle un micro-territoire étonnant, le Moresnet neutre. Vous n'en aviez jamais entendu parler ? C'est normal. Le Moresnet neutre était en forme de part de tarte. Il avait une surface de 3,44 km². Il était géré conjointement par l'Allemagne et la Belgique. La loi y était française, mais beaucoup de ses habitants étaient apatrides. Le Moresnet neutre était aussi un paradis fiscal. Et certains y ont fait fortune grâce au zinc. Oui, le zinc. Le métal, voyons. Et pour en savoir plus, un petit cours d'histoire, évidemment. 18 juin 1815, c'est Waterloo. La France a perdu et Napoléon Ier laisse derrière lui un empire qu'il faut démanteler. Et ça tombe bien car les vainqueurs ont tout prévu dans un traité négocié à Vienne et signé le 9 juin 1815. Au nord est ainsi créé le Royaume-Uni des Pays-Bas. Et les commissaires se mettent au travail pour tracer la frontière qui sépare ce nouvel État du royaume de Prusse voisin. Mais au village de Moresnet, dans une zone germanophone, il y a un problème. L'article 25 du traité dit en effet que la frontière doit couper le village ici, alors que l'article 66 dit que la frontière doit traverser le village là. Et au milieu se trouve une des plus importantes mines de zinc d'Europe. C'est d'ailleurs en fait une mine de calamine, qui est un minerai contenant le zinc. Prudents, les commissaires mettent alors en place une solution provisoire. La partie litigieuse de Moresnet devient ainsi une zone neutre. On y conserve les lois et la monnaie française, aucune nouvelle fiscalité n'y est instaurée, et 2 commissaires, un prussien et un néerlandais, sont chargés de l'administrer. Et puis, en plus de l'interdiction d'y faire entrer des soldats, les habitants sont exemptés de service militaire, et ceux qui y naissent sont privés de nationalité. L'idée est de montrer que l'endroit n'est ni néerlandais, ni prussien, en attendant mieux. Car des négociations entre gouvernements pour régler le problème sont en cours. Malheureusement, elles patinent, et s'arrêtent même en 1830, lorsque la Belgique fait sa révolution, et se sépare officiellement des Pays-Bas en 1839, emportant avec elle la co-responsabilité du Moresnet neutre. L'existence de cet étrange territoire s'installe alors dans la durée. Et son histoire va devenir celle de sa mine de zinc. Enfin, de calamine, qui est un minerai contenant le zinc. Petit retour en arrière. Connue depuis le Moyen-Âge, cette mine a été concédée par Napoléon à un certain Jean-Jacques Denis, qui, en 1810, est le premier à avoir breveté une méthode pour extraire le zinc du minerai. Et c'est à Moresnet qu'il inaugure la première fonderie industrielle de zinc au monde. Pour fêter ça, Denis offre d'ailleurs à Napoléon une baignoire en zinc, qu'il emportera avec lui sur les champs de bataille. Denis fait finalement faillite en 1813, et ce sont les Mosselmann, une famille de banquiers belges, qui récupèrent la mine et la fonderie. Les Mosselmann acquièrent alors d'autres mines et d'autres usines partout dans le monde, et en 1837, créent la Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne. On est d'accord, c'est trop long comme nom. Dont ils installent le siège au Moresnet neutre. Bah oui, c'est un paradis fiscal ici. Pourquoi Vieille Montagne ? Parce que c'est le nom de la mine de zinc, ou plutôt de calamine, qui est un minerai contenant le... Oui bon d'accord, vous avez compris. La Société de la Vieille Montagne, c'est son diminutif, et c'est tant mieux, va alors connaître un développement fulgurant. Car en ce 19e siècle, tout le monde veut du zinc. Léger, malléable, inoxydable, il est en effet le métal idéal pour la fabrication de bassines, arrosoirs, pichets, plats ou baignoires, évidemment. Mais on l'utilise surtout pour couvrir les toits, comme ici, à Paris. En effet, Napoléon III, qui a pris le pouvoir en France en 1851, a chargé le préfet Haussmann de donner un nouveau visage à la capitale. On perce alors de larges rues, et on construit de nouveaux immeubles aux toitures en zinc, qui font encore le charme de Paris aujourd'hui. Et d'où provient ce zinc ? Eh bien, de la Vieille Montagne, évidemment.
Car c'est ici que l'histoire se confond avec l'intime des puissants. Il se trouve en effet que Fanny Mosselman, copropriétaire de la Vieille Montagne, est non seulement l'épouse de l'ambassadeur de Belgique en France, mais aussi la maîtresse du demi-frère de Napoléon III, le duc Charles de Morny. Eh oui. En 1860, le quart de la production mondiale de zinc proviendrait ainsi des mines et usines de la Vieille Montagne. De 256 habitants en 1816, le Moresnet-Neutre est ainsi passé à 2572 habitants en 1858. 10 fois plus. Et près de 1300 d'entre eux sont des ouvriers de la Vieille Montagne. Mais tout change. Suite à sa victoire contre la France lors de la guerre de 1870, la Prusse et ses alliés germaniques deviennent l'Empire allemand en 1871. Le service militaire est alors rétabli pour les Allemands installés au Moresnet-Neutre. Il a d'ailleurs aussi été réinstauré pour les Belges. Et puis, en 1884, la mine est épuisée et ferme. Et sur place, la Vieille Montagne n'emploie alors plus que 200 ouvriers. Bref, c'est la fin d'une époque. Alors, profitant de lois françaises toujours en vigueur et plus souples que celles des pays voisins, les habitants du Moresnet-Neutre vont commencer à trafiquer tout ce qu'ils peuvent. Un tunnel vers l'Allemagne est même creusé. Le Moresnet-Neutre devient aussi un gros producteur d'alcool de contrebande et compte bientôt plus de 60 bars et cafés attirant une clientèle de toute la région. Certains tentent aussi d'ouvrir un casino. Au tournant du XXe siècle, la réputation du Moresnet-Neutre est devenue celle d'un Far West. En Allemagne, on parle même de Chemmiser Graupüngel, traduction « racaille du Moresnet ». Et comme le Far West, le Moresnet-Neutre attire. Il compte 3433 habitants en 1903. Parmi ces nouveaux arrivants, beaucoup d'enfants adoptés par des familles locales, parfois contre rémunération, car abandonnés par des femmes seules, venues accoucher ici, à l'abri des regards sévères de la société. Mais au tournant du XXe siècle, des rumeurs circulent. Des tractations pour changer le statut du Moresnet-Neutre seraient en cours. Prudents, ses habitants signent alors en 1897 une pétition pour être rattachés à la Belgique en cas de suppression de la neutralité du village. En réalité, les négociations entre Allemands et Belges sont au point mort. Ce qui permet à un certain Wilhelm Molly, médecin allemand pacifiste, d'imaginer à Moresnet-Neutre la création d'un État espérantiste indépendant, avec l'aide active d'un Français du nom de Gustave Roy. Espérantiste, cet adjectif vient de l'espéranto, qui est une langue inventée en 1887 par Louis-Lazare Zamenhof, médecin à Varsovie. L'espéranto est censé favoriser la compréhension entre les peuples, et fédère à l'époque ceux qui s'inquiètent de la montée des nationalismes. L'État espérantiste a bientôt un groupe de soutien, un drapeau, un hymne, oui c'est bien lui qu'on entend, et un nom, Amikeio, c'est-à-dire, en espéranto, le pays de l'amitié. L'Amikeio naît ainsi officiellement le 13 août 1908. Mais évidemment, ce nouveau pays n'est reconnu ni par les Belges, ni par les Allemands, et son existence va se briser sur la dure réalité de l'histoire. Le 4 août 1914 en effet, les Allemands envahissent la Belgique afin de prendre les Français à revers. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Et l'Empire allemand annexe le Moresnet-Neutre. Après la défaite allemande, le traité de Versailles, signé en 1919, acte la fin du Moresnet-Neutre. Rebaptisé la Calamine, il est intégré à la Belgique, en même temps d'ailleurs que ce qu'on appelle les cantons de l'Est. Calamine parce que c'est le minerai contenant le zinc, on vous l'a pas dit ? Mais en 1940, rebelote, la Calamine et les cantons de l'Est redeviennent allemands. Et en 1945, rebelote, le tout redevient belge, cette fois pour de bon. En moins de 30 ans, les natifs de Moresnet-Neutre ont ainsi changé 4 fois de nationalité, et certains hommes ont été obligés de combattre dans les deux camps, à un moment ou à un autre des 2 guerres mondiales. Aujourd'hui, la Calamine fait partie de la communauté germanophone de Belgique. Mais oui, souvenez-vous, on y parle majoritairement allemand. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Kelmis. Et on y trouve des traces du Moresnet-Neutre. Les bornes entourant le territoire d'autrefois, ce monument marquant le point de contact avec les 3 pays voisins, et l'entrée de l'ancien tunnel de l'époque des trafics. On y trouve aussi les anciens locaux de la Vieille Montagne, transformés en musée. La société a en effet déménagé. Elle existe encore et s'appelle aujourd'hui VM Zinc. Pour le coup, ce nom c'est peut-être un peu court, non ? Quant à l'ancienne mine de zinc, ou plutôt de calamine, elle est aujourd'hui comblée. Mais ce qui reste avant tout ici du Moresnet-Neutre,
c'est peut-être un état d'esprit. À la Calamine, on revendique en effet une identité multiculturelle et européenne. La preuve, dans l'église, on trouve une plaque en l'honneur de tous les habitants de Moresnay morts pendant la Première Guerre mondiale. Et ce, quel que soit le pays pour lequel ils sont tombés. Le docteur Molly, mort en 1919 et enterré ici, serait heureux. La Calamine est un peu l'ami Caillot dont il avait rêvé.